On reste en Russie. Le pays a fêté la fin de l'année 2025, une année qui s'est révélée extrêmement fructueuse pour le pays qui aspire à un dialogue ouvert avec tous ceux qui sont prêts à une coopération dans de nombreux domaines. Les événements les plus importants avec notre reporter Igor Kourachenko. Rencontre de haut niveau, négociations marquantes, signature d'accords clés. 2025 a été une année intense où la Russie a consolidé sa place sur l'échiquier mondial. L'illusion d'une Russie isolée a volé en éclats. Plus de 30 chefs d'État venus des 4 coins du globe ont effectué une visite d'État en Russie. Dès janvier, le président de la Centrafrique ouvrait le bal diplomatique, suivi par d'autres dirigeants africains. Congo, Égypte, Zimbabwe, Burkina Faso, Mali, Éthiopie. Même l'Europe, qu'on disait hostile, a montré un autre visage. Viktor Orban, Robert Fico, Alexander Vučić ont tous fait un déplacement à Moscou. Mais c'est avec l'espace post-soviétique que les liens ont été les plus denses, notamment avec la Biélorussie. En 2025, Alexandre Loukachenko a visité la Russie 5 fois, preuve d'une intégration toujours plus poussée, notamment dans les domaines économiques et militaires. Certaines visites, elles, ont marqué un tournant historique. En avril, le sultan d'Oman, Haitham Ben Tarik, était reçu pour la première fois au Kremlin. Résultat, une salve d'accords posant les bases solides d'un partenariat tous azimuts. En août, c'est le roi de Malaisie, le sultan Ibrahim, qui a effectué sa visite d'État en Russie. Une première dans les relations bilatérales. Un coup d'accélérateur pour le commerce, les investissements, l'éducation, les technologies et les échanges entre les peuples. En 2025, le dialogue a été relancé entre la Russie et la Syrie après le départ de Bachar al-Assad. Le nouveau leader syrien est arrivé à Moscou à cette fin. Une nouvelle page s'est ouverte dans les relations entre Moscou et Bakou après une rencontre des chefs d'État à Douchanbe. La rencontre qui a permis d'apaiser les tensions née du tragique incident aérien dans l'espace russe après une attaque de drone ukrainien. Et c'est un autre déplacement qui a captivé les caméras du monde entier, celui de Vladimir Poutine aux États-Unis, et pas n'importe où, en Alaska. Le sommet d'Anchorage a marqué un tournant géopolitique majeur. Bonjour chers voisins, heureux de vous voir en pleine forme. C'est avec ces mots que Vladimir Poutine a salué son homologue américain. Pendant 2h45, les deux dirigeants ont discuté de paix, de sécurité et surtout de l'Ukraine. Nous sommes convaincus que pour que le règlement ukrainien soit durable et de long terme, il faut éliminer toutes les causes profondes de la crise, prendre en compte toutes les préoccupations légitimes de la Russie et restaurer un équilibre sécuritaire juste en Europe et dans le monde entier. Nous avons eu une conversation très profonde et je dirais que cette réunion a été très fructueuse. Nous avons trouvé un terrain d'entente sur de nombreux points. Il reste encore quelques questions importantes à régler, mais nous avons fait des progrès. Sur cette base, la diplomatie américaine a entamé un balai de navettes entre Moscou et Kiev. L'émissaire spécial Steve Witkoff est venu 6 fois en Russie. L'accord final reste à conclure, mais la dynamique est lancée. Si les États-Unis ont amorcé un virage diplomatique, l'Union européenne, elle, a poursuivi sa croisade anti-russe. Bruxelles a pressé ses membres d'en finir avec les hydrocarbures russes. Mais à Moscou, ce choix n'inspire plus ni colère ni regret. La Russie regarde ailleurs. Sur cette photo devenue virale, on aperçoit Vladimir Poutine, Narendra Modi et Xi Jinping, tous sourire. Une image qui résume bien l'année 2025. Moscou a resserré ses liens avec les géants asiatiques et l'énergie reste le nerf de cette relation. Gazprom et la CNPC chinoise ont signé un mémorandum pour le lancement de Force de Sibérie 2 et du pipeline de transit Sibérie orientale via la Mongolie. Un projet colossal, 50 milliards de mètres cubes de gaz par an pendant 3 décennies. Dans le même temps, les livraisons via le gazoduc existant vont passer de 38 à 44 milliards de mètres cubes. Avec l'Inde, la coopération énergétique continue de plus belle. Malgré les pressions américaines, Narendra Modi a réservé un accueil royal à Vladimir Poutine et les livraisons de pétrole, elles, continuent de circuler. Mieux, Rosatom a conclu un accord pour construire de nouvelles centrales nucléaires en Inde. Autre avancée majeure de 2025, la relance du projet d'une centrale nucléaire au Vietnam, fruit d'un partenariat renouvelé entre Moscou et Hanoï. L'autre moteur des relations internationales, c'est le commerce. Et sur ce plan, la Russie avance à contre-courant des sanctions unilatérales qu'elle continue de dénoncer. Mais, ironie du sort, ces mêmes sanctions accélèrent le recul du dollar. Dans l'Union économique eurasiatique, plus de 93% des échanges se font désormais en monnaie nationale.
Avec la Chine, on frôle les 100%. Avec l'Inde, la barre des 90% est déjà franchie. Et pour développer les échanges, il faut aussi des routes. En 2025, la Russie a poursuivi l'aménagement de sa grande artère nordique, la route maritime du Nord. Les compagnies chinoises y ont opéré 23 traversées, contre 14 l'an dernier. Un projet encore jeune, mais qui pourrait réécrire les cartes commerciales du XXIe siècle. Par rapport à la voie traditionnelle via Suez, ce corridor réduit les distances Asie-Europe de 30 à 40%. Moins de temps, moins de carburant. Autre chantier majeur, le corridor international Nord-Sud, une dorsale logistique relayant Saint-Pétersbourg et la Biélorussie au port indien de Mumbai. Un projet dont l'Europe pourrait profiter s'il ne s'enfermait pas dans une politique de rejet. Mais à Bruxelles, même le tourisme est ciblé. Voyager en Europe est un privilège pour les Russes, a lâché la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Tant pis pour ceux qui ferment leurs portes. D'autres, au contraire, les ouvrent en grand. C'est l'un des résultats de la visite de Vladimir Poutine en Chine. Pékin a supprimé les visas pour les touristes russes. Moscou a immédiatement rendu l'appareil. En décembre, un accord historique avec l'Arabie Saoudite est entré en vigueur. Exemption de visa pour les touristes russes. Même chose avec la Jordanie. Quant à l'Inde, elle avance sur la même voie. Une chose est sûre, en 2025, la voix de la Russie s'est fait entendre plus fort et plus loin. RT en français a ouvert un bureau à Dakar, composé à 100% de journalistes locaux. Un ancrage fort, la chaîne a sponsorisé le tout premier forum de la télédiffusion au Sénégal et organisé des ateliers de formation pour jeunes talents et professionnels confirmés. Autre événement à retenir, l'ouverture du bureau de RT en Inde, événement calé sur la visite du président russe. Dans les rues, dans le métro, la campagne de lancement a frappé fort. Et pendant que certains pays censurent au nom de la liberté d'expression, d'autres accueillent à bras ouverts une autre voie. Alors, où se trouve la vraie liberté d'expression? En Occident, où l'on ferme la bouche aux médias russes, ou dans le Sud global, où l'on accueille RT avec curiosité et intérêt? En réalité, ce n'est pas surprenant. Autoriser RT en Europe, ce serait risquer de faire voler en éclats le mythe d'une menace russe. Tout au long de l'année 2025, les dirigeants européens ont ressassé le même refrain. La Russie serait sur le point d'attaquer. La peur comme outil politique. We are Russia's next target. Nous sommes la prochaine cible de la Russie. Nous sommes déjà en danger. Quand je suis devenu secrétaire général de l'OTAN l'année dernière, j'ai averti que ce qui se passait en Ukraine pourrait arriver à des pays alliés aussi. J'ai dit que nous devions passer à une mentalité de temps de guerre. Je crains que trop de gens ne soient discrètement complaisants. Trop de gens ne ressentent pas l'urgence de la situation et trop de gens croient que le temps joue en notre faveur. Ce n'est pas le cas. C'est maintenant qu'il faut agir. Le premier objectif que j'ai donné aux armées, c'est de se tenir prêtes à un choc dans 3-4 ans qui serait une forme de test. Peut-être le test existe déjà sous des formes hybrides, mais peut-être plus violent. Si nos rivaux, potentiels adversaires, perçoivent que nous consacrons un effort pour nous défendre et que nous avons cette détermination, alors il peut renoncer. S'il prend le Donbass, alors la forteresse sera tombée et ils passeront certainement à la conquête de toute l'Ukraine. Si l'Ukraine est perdue, d'autres régions seront également en danger. Mais tout le monde ne marche pas à pas. Pour Viktor Orban, ce n'est pas Moscou, mais bien Bruxelles qui prépare la guerre. Et il donne même une date, 2030. En face, la réponse de la Russie est claire. Elle ne cherche pas l'escalade, mais est prête à tout. Nous n'avons pas l'intention d'entrer en guerre contre l'Europe, je l'ai déjà dit à maintes reprises, mais si l'Europe décide soudainement de nous combattre et qu'elle commence la guerre, nous sommes prêts dès maintenant. Un avertissement qui fait clairement comprendre que l'armée russe ne bluffe pas. Après le missile Oreshnik dévoilé l'an passé, 2025 a été marqué par la mise au point de 2 armes stratégiques, 100% russes, sans équivalent au monde. Burevestnik et Poseidon. La première, un missile de croisière à portée intercontinentale capable de toucher n'importe quelle cible avec une précision redoutable. La seconde, une torpille autonome, rapide, furtive, capable de frapper comme 154 bombes d'Hiroshima. Mais plus encore que la technologie, ce sont les soldats russes qui, sur le terrain, redessinent la carte du conflit ukrainien. L'année 2025 a marqué un tournant. L'incursion ukrainienne dans la région de Koursk a échoué. Plus de 76 000 combattants ukrainiens tués, 400 chars détruits. Dans le Donbass, les forces russes avancent. Tchassov Yar et Seversk libérés, Konstantinovka en ligne de mire avant Sloviansk et Kramatorsk.
Plus au sud, Kourakovo libéré, Krasnoarmeïsk et Dimitrov encerclés. Sur le front de Zaporogie, les troupes progressent. Les combats s'étendent aux régions de Dniepropetrovsk et Soumy, tandis que la ville de Voltchansk, dans le nord de Kharkov, est passée sous contrôle russe. 2025 a été une année intense pour la Russie. Sur le plan diplomatique, militaire, énergétique, logistique, les avancées sont nettes. Moscou avance vers un monde multipolaire, plus juste, où ses intérêts sont respectés. Elle ne marche pas seule, elle progresse avec ses partenaires, ensemble, plus loin.